Nathalie Delapalme, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice exécutive de la Fondation Mo Ibrahim, qui publie chaque année un rapport sur l'état de la gouvernance publique dans les pays africains. Vous êtes récemment réunis à Abidjan pour présenter ce rapport. Ça fait à peu près 13 ans que vous faites cet exercice. La gouvernance a-t-elle progressé sur le continent ? Écoutez, oui, je crois qu'on peut le dire et c'est une bonne nouvelle. Aujourd'hui, 70% de la population du continent vit dans un pays où la gouvernance s'est améliorée depuis 10 ans. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors il y a des divergences, bien sûr, il y a des différences, mais globalement, oui, la gouvernance s'est améliorée. Quels sont les bons élèves ? Alors les bons élèves sont à la fois ceux qui évidemment arrivent en tête du classement, mais aussi ceux qui ont fait un parcours tout à fait remarquable au cours des 10 dernières années. C'est pas tout à fait la même chose et quand on regarde l'indice, il faut bien regarder les deux, le point d'arrivée et la façon et la performance récente. Parmi ceux qui ont fait un parcours tout à fait remarquable au cours des 10 dernières années, vous avez des pays comme le Maroc, le Sénégal, le Rwanda, la Côte d'Ivoire, dont les points d'arrivée sont tous différents, mais dont le parcours, encore une fois, était tout à fait remarquable. Avec une détérioration dans les pays comme d'Afrique centrale, souvent liée à la crise des matières premières, mais peut-être aussi à une mauvaise gouvernance. Crise de gouvernance, oui. C'est pour ça que je crois que c'est important, si vous voulez, de ne pas avoir une vision trop globale à la fois du continent et de la gouvernance en général. Le continent, c'est 54 pays avec des trajectoires qui sont très différentes, qui sont d'ailleurs de plus en plus divergentes souvent. Et la gouvernance publique, c'est un tout, mais c'est plusieurs dimensions. C'est la sécurité, règles de droit, développement humain, opportunités économiques durables. Il faut bien regarder toutes ces dimensions-là à la fois. Comment mesure-t-on cette gouvernance ? On sait que sur le continent africain, pas dans tous les cas, mais dans beaucoup de pays, il y a des systèmes statistiques obsolètes. Donc comment on collecte toutes ces informations ? Comment on définit des indicateurs pour faire de la prospective ? Parce qu'en fin de compte, l'objectif, c'est donner un tableau de bord aux gouvernants de ce continent. Voilà, absolument. Alors, c'est tout l'objet de cet indice. Nous ne sommes pas producteurs nous-mêmes de données ou d'indicateurs. Ce qu'on fait, c'est réunir et mettre à la disposition de ceux qui en ont besoin, ceux qui sont intéressés, un ensemble d'indicateurs qui contribuent à former cet indice. Aujourd'hui, on a un peu plus d'une centaine d'indicateurs qui proviennent d'une trentaine de sources différentes. Et la règle, c'est que nous n'incluons aucun indicateur dans notre indice s'il ne couvre pas au moins 35 des pays du continent. Ce sont les mêmes indicateurs qui sont utilisés pour les 54 pays du continent. Ça, c'est important parce que c'est ça qui permet la comparaison à la fois dans le temps et dans l'espace et qui permet des analyses intéressantes. Avec des indicateurs qui épousent un certain nombre de domaines, que ce soit la gouvernance publique, l'environnement des affaires, le niveau d'éducation. Ces 110 indicateurs aujourd'hui sont regroupés sous 4 dimensions. Sécurité et règles de droit, participation et droits humains, développement humain et opportunités économiques durables. La gouvernance a progressé d'une manière générale. Le bien-être des populations progresse-t-il aussi ? Oui, en réalité, si on regarde la dimension développement humain, c'est sans doute une de celles qui a le plus progressé au cours des 10 dernières années et dont le score est sans doute le meilleur des 4 dimensions de l'indice. Alors, développement humain, dans notre indice, c'est à la fois l'éducation, la santé et ce qu'on appelle le bien-être. En même temps, il y a des points de vigilance, je dirais. Par exemple, si on prend l'éducation, l'éducation a incontestablement progressé sur le continent grâce aux efforts conjugués à la fois des gouvernements et des bailleurs ou des partenaires, mais les résultats ne sont pas satisfaisants pour les citoyens sur le continent, en particulier parce qu'on constate un décalage croissant entre l'offre d'éducation et les perspectives du marché de l'emploi. Donc une adéquation entre des filières très généralisantes souvent et un marché du travail qui voudrait peut-être une technicité plus importante. Exactement. Il y a par exemple pratiquement 20% aujourd'hui des étudiants africains continuent d'étudier les humanités, alors qu'il faudrait incontestablement des ingénieurs et des agronomes dont on a un besoin criant sur le continent parce que c'est un des potentiels du continent.
Vous avez voulu faire un focus particulier sur les migrations cette année. Pourquoi? Vous voulez lutter contre certaines idées reçues? Vous voulez redéfinir la relation avec l'Europe ou réfléchir sur ces questions de développement de l'Europe, de développement de l'Afrique et des passerelles qu'il peut y avoir entre les deux continents et des défis communs? Oui, absolument. D'abord parce que il nous paraissait important d'avoir un débat sur les migrations africaines, sur le continent africain et entre Africains. Les migrations africaines, c'est d'abord un sujet africain. Et comme vous le disiez, de revenir sur un certain nombre peut-être de préjugés. Non, les migrations ne sont pas un phénomène nouveau, qui est une vraie crise du XXIe siècle. C'est une part, je dirais, fondatrice de l'histoire de l'humanité, qui a forgé les nations, les peuples, construit des fortunes. Et ça continuera d'être une dynamique absolument majeure de l'histoire de l'humanité. Non, les migrants africains n'envahissent pas le continent européen. En réalité, 80% des migrants africains migrent à l'intérieur du continent africain. Non, les migrants africains ne sont pas essentiellement des réfugiés en mauvaise santé qui fuient une crise terrible dans leur pays. 20% seulement de la population migrante totale, ce sont des réfugiés africains. Et aujourd'hui, le total des réfugiés africains, c'est à peu près l'équivalent des réfugiés syriens. Non, ils ne pèsent pas de façon épouvantable sur les finances publiques des pays d'accueil. Donc c'était d'abord revenir sur tous ces sujets-là, montrer que non seulement 80% des migrants africains restent sur le continent, mais en plus 80% des migrations africaines sont mues, sont propulsées par la recherche d'un emploi ou d'une meilleure opportunité économique. Plus que le départ en Plus raison que le de départ conflits, pour des raisons de conflits, de crises, de catastrophes naturelles. Ça veut dire donc, une fois qu'on a dit ça, se concentrer sur le sujet majeur, le facteur majeur de ces migrations, qui est une structure démographique telle que les perspectives d'emploi ne sont pas suffisantes. Donc c'est vraiment la recherche de meilleures perspectives. Et dans le fond, se concentrer sur ce qui est le vrai sujet des migrations, c'est-à-dire la mobilité. Organiser cette mobilité, que ce soit la mobilité éducationnelle, professionnelle, géographique. Parce que penser qu'on va pouvoir mettre des barrières aux migrations, c'est vraiment illusoire. Surtout que cette mobilité concerne beaucoup les jeunes, oui. qui représentent 60% Absolument. de... 60% aujourd'hui de la population du continent africain a moins de 25 ans. Et dans la majorité des cas, malheureusement, ils sont relativement dépourvus de perspectives économiques et ils ont le sentiment d'une dépossession politique. Et c'est ce qui les pousse, dans le meilleur des cas, à migrer et malheureusement, dans certains cas, à s'enrôler dans des réseaux criminels ou terroristes. Mo Ibrahim, homme d'affaires anglo-soudanais qui a réussi dans les télécoms, a aussi voulu, en créant cette fondation, remettre un prix du leadership africain chaque année, ou pas forcément chaque année quand on ne trouve pas le bon candidat, avec des prix, avec une obligation, je crois, de fonder une association humanitaire ou caritative. Où est-ce qu'on en est après 13 ans? Je crois que un des premiers prix avait été décerné au président, l'ex-président Chissano oui, absolument, au Mozambique. Est-ce que ces œuvres marchent bien? Qu'est-ce qu'elles ont donné? Alors l'idée, si vous voulez, c'était d'abord effectivement de mettre en valeur quand même des modèles de leaders sur le continent, parce que c'est vrai qu'on connaissait davantage Idi Amin Dada ou Mugabe que ceux qui avaient réussi, et le niveau de challenge qu'un chef d'État africain a affronté est généralement très supérieur à certains autres dirigeants dans des pays plus développés. Donc c'était distinguer et mettre en valeur ces dirigeants et leur donner dans le fond les moyens de mettre leurs compétences et leur expérience au service de leur continent une fois qu'ils avaient quitté leur mandat national. Les lauréats actuels, donc le président Chissano, le président Morae, ancien président du Botswana, le président Pires, ancien président du Cap-Vert, Poramba, Namibie, et la dernière en date, Sirleaf Johnson, Libéria, ont tous à leur manière contribuent d'ailleurs, toujours tous à leur manière, à améliorer
les perspectives sur leur continent et à gérer des grands sujets, que ce soit le sida, l'environnement, la constitution effectivement d'un leadership un peu meilleur. Et il continue à le faire grâce effectivement au prix Ibrahim qui, vous avez raison de le souligner, n'est pas un premier prix, donc n'est pas décerné chaque année, c'est vraiment un prix d'excellence. Est-ce qu'il y aura un leader francophone un jour Écoutez, je ne sais pas, ça c'est au jury d'en décider, il faut l'espérer. Nathalie Delapin, merci beaucoup. Je vous en prie, merci.